Bien, bonjour à toutes et tous donc à ce webinaire qui porte sur le rôle de conseil et d'accompagnement d'experts comptables du CSE. Donc vous êtes nombreux à être inscrits et donc je vous souhaite la bienvenue. Nos matinales CSE, webinaires CSE, ont pour objet de donner des informations nécessaires aux confrères et consoeurs qui peuvent avoir ce type de mission particulière. C'est la raison pour laquelle notre comité, le comité CSE du Conseil de l'Ordre de Paris, les organise, les prépare, les conçoit à votre attention, et il y en a 4 par an. Donc celle de ce matin en est une, et j'ai la chance, l'avantage et le bonheur de vous présenter deux de nos confrères, une consoeur et un confrère, qui ont une expérience éprouvée de ce type de mission, et qui donc vont vous présenter ce qu'il nous paraît devoir savoir, bien sûr, du rôle de conseil. Ce n'est pas un séminaire, c'est un webinaire, il dure 1h30. Donc, pour aller plus loin, bien sûr, il faut mieux suivre une formation, mais là, déjà, nous donnons quelques informations, et ceux qui suivent nos webinaires régulièrement peuvent acquérir ce vernis nécessaire, minima, à ce type de mission. Donc, par ordre d'entrée en scène, nous avons donc notre chère consoeur Sylvie Conan, qui est une fidèle de notre comité depuis déjà pas mal de semaines, même je dirais pas mal d'années. Bonjour à tous. Hein, carrément. Et Thierry Fuchs, qui lui aussi a une grande expérience et qui donc, à eux deux, vont se partager la présentation de cette matinée. Voilà. Donc, je laisse avancer. Là, si vous voulez bien passer au slide suivant, normalement, où vous allez avoir bon, la liste des participants, mais aussi, et ici on va s'après, donc je vous laisse Sylvie présenter le sommaire. Merci beaucoup et bon webinaire à tous. Oui, bonjour à tous. Donc voici la première partie du sommaire. Donc dans cette première partie, nous allons vous présenter le contexte général, c'est-à-dire nous avons estimé nécessaire d'effectuer quand même un rappel des obligations des CSE en matière comptable pour ceux qui ne connaissent pas bien ce secteur. Bon, pour certains autres de nos auditeurs, ce sera peut-être des éléments déjà connus. Ensuite, nous faisons le point sur les apports de compétences extérieures utiles, donc celles que nous pouvons apporter. Il y a plusieurs caractéristiques donc, des CSE, c'est-à-dire qu'il y a des prestations qui sont rendues, les prestations qui sont rendues sont à la fois nombreuses et variées. Bien évidemment, il est nécessaire que le contrôle interne soit fiable, et sont inhérents au CSE de nombreux risques en matière sociale et fiscale. Donc, dans la seconde partie, nous présenterons les missions. Donc, Thierry, je te passe la parole. Oui, rebonjour à tous. Donc, on a essayé d'identifier les missions, j'allais dire, hormis les missions classiques, même si on va les rappeler, comme vient de le dire Sylvie, sur la mission de présentation des comptes d'un comité social et économique, bien sûr, mais même si on va rappeler quelques éléments à ce propos, on a essayé d'élargir justement le type de mission que l'expert comptable pouvait apporter au comité qu'il suivait. Donc, tout d'abord, l'analyse des activités, des procédures elles-mêmes, puisque en fait, comme l'a dit Sylvie, ces activités sont larges, variées, nombreuses, et peuvent évidemment donner lieu à des problématiques, hein, des questions de la part du CSE en disant est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on ne peut pas faire ça, est-ce qu'il y a un impact, quel type d'impact il peut y avoir, notamment, comme vient de le dire Sylvie, social ou fiscal, mais en tout cas, c'est important d'avoir cet éclairage-là, et en tout cas, les experts comptables sont souvent des intervenants essentiels pour les comités à ce sujet. Des missions de conseil en organisation du CSE lui-même, donc ça on pourra y revenir bien sûr, l'aide qu'on peut apporter à la mise en place d'outils, notamment d'outils informatiques, hein, puisque quand les CSE sont suffisamment importants, les volumes des traitements qu'ils sont amenés à faire sont tels que c'est la plupart du temps indispensable de pouvoir s'appuyer sur des outils solides et fiables. Il y a des éléments évidemment sur le risque URSSAF. Donc là, on va voir que l'audit des activités sociales et culturelles, ASC pour tout le monde, hein, c'est activités sociales et culturelles,
On peut avoir des problématiques spécifiques sur le risque URSSAF, des éléments fiscaux aussi, hein, donc l'audit, entre guillemets, audit fiscal, même si audit est un bien grand mot ici, c'est important de pouvoir aider le CSE, notamment avec des obligations fiscales qu'il pourrait avoir, hein, il peut y en avoir dans un certain nombre de cas. Enfin, les prestations de formation, et puis pour finir, quelques autres missions qu'on a identifiées et qui ne seront pas une liste exhaustive d'ailleurs. Sylvie, je te laisse la parole sur le contexte plus général. Oui, donc je vais commencer par vous présenter, faire quelques rappels en matière d'obligation du CSE en matière comptable. Si tu peux, voilà. Donc, voici quelles sont les principales lois qui organisent les obligations du CSE. Donc, il y a une loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle qui a instauré une obligation générale de tenue de comptabilité au comité d'entreprise. Et il y a ensuite une ordonnance du 22 septembre 2007 qui a transposé ces dispositions au comité social économique, puisque vous savez qu'avant, on avait un comité d'entreprise qui est devenu un CSE avec des prérogatives quelque peu différentes. Donc, voilà. Alors, les références légales, c'est toujours utile d'avoir des éléments précis. Donc, je vous rappelle quels sont les articles du Code du travail qui rendent ces dispositions obligatoires. Et ces dispositions renvoient au Code de commerce. C'est un peu le même principe que ce qu'on a pour les associations, enfin pour la plupart des entités du secteur non marchand. Et il y a ensuite un règlement de l'autorité des normes comptables qui précise quelles sont les modalités d'élaboration des comptes annuels. Ce qui est important de savoir, c'est que le législateur a réparti les CSE en 3 catégories de taille. Enfin, il a réparti d'abord les CE et puis ça a été transposé au CSE. Donc, nous avons déjà les grands CSE. C'est ceux qui dépassent 2 des 3 seuils suivants. 50 salariés, donc ce sont bien les salariés du CSE, évidemment, ce ne sont pas les salariés de l'entreprise dont dépend le CSE. Un total de bilan de 1 555 000 et puis le double de ressources, c'est-à-dire 3 100 000. Donc, ces grands CSE sont soumis aux obligations comptables définies par l'article 123.12 du Code de commerce. Donc, ils doivent tenir une comptabilité d'engagement et non pas se contenter d'une comptabilité de trésorerie. Et ils ont l'obligation de faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes. Il y a également, bon ça c'est pas directement dans le sujet, mais il doit y avoir la mise en place d'une commission de marché, c'est-à-dire que pour ces grands CSE, le nombre d'obligations est un peu plus important. Ensuite, nous avons les moyens CSE. Ce sont ceux qui sont inférieurs, qui ne remplissent pas 2 des 3 seuils précités, mais qui perçoivent un montant de subvention dépassant 153 000 €. Alors, ces CSE doivent également tenir une comptabilité d'engagement, mais ils peuvent se contenter de présenter leurs comptes de manière simplifiée. Et ça, c'est un point très positif pour la profession, c'est qu'il y a obligation de confier la présentation de leurs comptes à un expert comptable. Et enfin, la troisième catégorie… Rappeler, juste Sylvie, 2 secondes, peut-être rappeler que c'est une des seules missions confiées obligatoirement par le législateur aux experts comptables. Une des seules, il y en a quelques autres, mais une des seules. Excuse-moi. Ensuite, nous avons les petits CSE, ceux dont les subventions ne dépassent pas 153 000 €. Alors, on fait bien attention, dans un cas, on parle de subvention, dans un autre, on parle de ressources. Là, le but de la présentation, ce n'est pas de rentrer dans tous ces détails, mais il faut bien faire attention à la terminologie. Et les petits CSE ont l'obligation simplement de tenir une comptabilité ultra simplifiée, c'est une comptabilité de trésorerie. On revient un peu à l'ancienne définition du Code du travail qui disait que les comités d'entreprise doivent rendre compte. Vous voyez, c'est assez vague, il n'y a pas d'obligation très particulière. Donc ensuite, nous allons présenter si tu peux mettre la diapositive suivante, Thierry. Oui, on arrive. Les règles. Alors, nous allons rentrer un peu plus dans le détail sur les règlements, donc je passe la parole à Thierry. Oui, donc à l'appui des obligations comptables qui sont apparues comme
comme le disait Sylvie, en 2014, avec une application obligatoire pour les CSE à partir de 2015. Et pour les grands CSE, une obligation de certification des comptes à partir des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2016. Donc, l'autorité des normes comptables a commis un règlement, le 2015-01, qui, vous voyez, il est arrivé au milieu de l'année. Bon, l'autorité des normes comptables est coutumière du fait que il faut souvent courir après les règlements, puisque ça avait commencé dès le 1er janvier 2015, mais néanmoins, et surtout essentiellement, elle disait que c'est on va dire l'adaptation pour les comités d'entreprise de ces obligations comptables, donc évidemment avec des comptes annuels classiques, bilan, compte de résultats annexes, et évidemment une conformation au règlement 99-01 à l'époque du comité de la réglementation comptable relatif aux comptes des associations et fondations. On va y revenir essentiellement, enfin on ne va pas détailler ça, mais sachez que ces éléments vont changer évidemment. Alors le plus gros changement est celui du 99-01 qui est devenu le règlement ANC 2018-06 et donc celui-ci est applicable obligatoirement à partir du 1er janvier 2020 pour tous les organismes en fait sans but lucratif, organismes de droit privé sans but lucratif. Et du coup, le règlement 2015-01 a été adapté et est devenu le 2021-05, donc de l'année dernière, comme son nom l'indique, puisqu'il commence par 2021. Et donc, c'est essentiellement le passage au CSE et j'allais dire la généralisation de ce 2018-06 pour les associations au CSE. L'essentiel des changements est relatif au concours en nature. L'idée, c'est pour faire simplement, puisque le reste est quasiment repris mot à mot de 2015-01, c'est lié au concours en nature lié par l'employeur qui n'ont plus à apparaître en fait dans l'annexe et donc qui n'ont pas à être comptabilisés non plus et n'ont pas à être dans l'annexe. Donc vous savez, c'est les concours en nature de manière que l'employeur doit fournir de manière obligatoire, puisque un employeur doit fournir par exemple un local pour un comité social et économique. Et donc tous ces éléments-là qui étaient souvent indiqués, j'allais dire pour mémoire dans l'annexe, non plus à y être apparent. Donc, ce qu'il faut rappeler aussi, bien entendu, et là pour le coup, ça date de 2014, c'est la problématique des deux sections, puisque les obligations sur ces moyens et grands CE sont bien d'identifier, enfin même d'ailleurs les petits, donc ça n'a pas changé avec ces obligations, c'est de séparer les comptes en deux sections, des activités économiques et professionnelles, et puis les activités sociales et culturelles, avec interdiction de mélanger les genres et d'utiliser les fonds de l'un pour l'autre, au bémol près, introduit par les ordonnances de 2017, au bémol près de la possibilité depuis 2017, comme je le disais, de transférer une partie des résultats d'une des sections à l'autre section, mais lors de l'approbation des comptes, dans la limite de 10% du résultat positif que peut avoir une section vers une autre. Et c'est dans les deux sens, d'ailleurs. C'est pas évidemment classiquement. Les CSE ont besoin de sous pour faire leurs activités sociales et culturelles et peuvent souvent, malheureusement, je dirais, dédaigner un petit peu leurs activités économiques et professionnelles. Et donc, puisque je vous le rappelle qu'ils sont financés par une subvention obligatoire, celle-ci, donc qui est maintenant de 0,2%. Ou 0,22% en fonction de la taille de l'entreprise et de son nombre de salariés. Mais l'idée, c'est que ce transfert permet justement d'utiliser une partie des fonds d'une section vers l'autre section. Bien entendu, ces deux sections ont leur pendant au bilan dans les fonds propres. Donc, puisque les fonds propres doivent faire apparaître les deux sections des activités économiques et professionnelles et des activités sociales et culturelles. Donc, à nouveau, on ne mélange pas, même d'une année sur l'autre, on ne peut pas mélanger les fonds qui ont été fournis par l'employeur pour l'une ou l'autre de ces deux sections.
Alors, juste un point, je vois parce qu'il y a quelqu'un qui vient de mettre un mot, donc c'est bien. Je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de faire des questions, de poser des questions sur le chat. Et donc, on se proposait avec Sylvie, de toute façon, d'y répondre, j'allais dire, à chacune des grandes parties de notre intervention. Donc, si jamais vous en avez, vous n'hésitez pas à les faire tout de suite. On ne va pas attendre la fin pour éventuellement revenir au point qu'on aura évoqué auparavant. Donc, dès que vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Voilà, donc je te laisse la parole, Sylvie, sur ces problématiques. Alors, il découle de ce contexte que nous, experts comptables, on peut apporter, faire bénéficier au CSE de nos compétences et de notre expérience, parce que les élus ne sont pas forcément des comptables, hein, ils peuvent être, je ne sais pas, conducteurs de travaux dans une grosse entreprise de bâtiment, que sais-je, enfin des fonctions qui n'ont absolument rien à voir avec la comptabilité. Donc, c'est là où on peut leur être utile dans la gestion du CSE. Alors, dans les CSE de taille moyenne ou importante, il y a des permanents. Alors, ça peut être directement des salariés du CSE. Ça peut être également des salariés de l'entreprise qui sont détachés et affectés au CSE. Et c'est pareil, ces permanents n'ont pas forcément toutes les compétences nécessaires à l'élaboration des comptes, puisque dans la partie de la gestion quotidienne du CSE, il y a d'abord toute la gestion des ASC, l'activité sociale et culturelle. Donc, vous avez des permanents qui sont là pour répondre aux questions des salariés, des ouvrants droit, donc qui viennent les voir, pour vendre des billets de participation à des spectacles, etc. Donc, ils ne sont pas forcément au fait des questions comptables. Voilà. Et il est important que toutes les spécificités liées au cadre légal et réglementaire soient bien prises en compte. Hein, Thierry en a parlé. Il y a d'abord la répartition des charges et des produits dans 2 sections du compte de résultat. Et ce qui veut dire que lorsqu'on a des charges mixtes, il faut trouver des clés de répartition. D'ailleurs, c'est prévu, par la loi, il est nécessaire d'indiquer les modalités de détermination de ces clés de répartition dans l'annexe. Donc, c'est là où nous, on peut peut-être apporter le fruit de notre expérience en aidant les élus à mettre en place ces clés de répartition, par exemple, et puis ensuite à vérifier la bonne application des clés de répartition qui ont été définies. Et donc, c'est là où aussi nous, on peut être très utile pour mettre en place des outils et des procédures pour permettre d'obtenir une information comptable fiable. Si tu peux mettre la page suivante, Thierry. Oui, des fois ça bloque, excuse-moi. Voilà. Alors, dans le sommaire, on avait indiqué que les prestations rendues par les CSE sont nombreuses et variées. Donc, c'est vrai qu'elles sont extrêmement variées. Donc, voici une liste non exhaustive des prestations qui peuvent être rendues par le CSE. Donc, octroi de bons d'achat à l'occasion d'événements. Donc, on verra après, plus tard, dans les missions proposées, qu'il y a une liste d'événements qui a été prédéfinie par l'URSSAF. Il peut y avoir également la vente de voyages, de séjours, l'organisation de… Non, il y a d'abord il peut y avoir aussi l'organisation directement par le CSE de manifestations sportives ou culturelles, et puis il y a également l'octroi de subventions lorsque des ouvrants droit sont inscrits, eux, les ouvrants droit et les ayants droit, c'est-à-dire les membres de leur famille. Quand on dit l'ouvrant droit, c'est le salarié, lui qui… Ça, je parle un peu pour ceux qui ne connaisseraient pas trop le contexte des CSE. L'ouvrant droit, c'est le salarié qui bénéficie de la subvention du CSE, et tandis que les ayants droit, ce sont les personnes dans l'entourage de l'ouvrant droit qui peuvent bénéficier donc des prestations. Vous avez les enfants, le conjoint ou la conjointe. Donc, les salariés peuvent venir demander la prise en charge de certaines dépenses par restriction à des clubs sportifs, etc. Bon, là, il y a une activité de billetterie, c'est-à-dire que les CSE peuvent vendre des billets, cinéma, spectacles, etc. On verra qu'il y a plusieurs modalités pour les CSE de gérer la billetterie. Ils peuvent adhérer à
un service de billetterie extérieure, et puis finalement là c'est assez simple à gérer, ou bien ils peuvent eux-mêmes gérer un stock, acheter des billets, les revendre, etc. Donc je l'ai dit déjà un peu plus haut, ils peuvent organiser des manifestations. Également, il y a des prestations à destination des familles, c'est-à-dire prise en charge des frais de crèche, de soutien scolaire. Là, on verra qu'il faut vérifier que certaines règles sont bien respectées pour prendre en charge les dépenses. Nous avons également des CSE de taille importante qui gèrent directement des centres de loisirs, des centres des vacances, qui peuvent être propriétaires de ces centres. Vous avez également des CSE propriétaires de parcs immobiliers. Il y en a beaucoup qui ont acheté des biens immobiliers il y a très longtemps, dans les années 60-70, ou qui ont acheté également des parts de SCI qui donnent un droit de jouissance pour une semaine de vacances, par exemple, tous les ans, même si c'est un produit qui tombe un peu en désuétude. Et vous avez également des CSE qui gèrent des restaurants d'entreprise de taille importante. Donc tout ça, c'est pour vous montrer que les CSE gèrent des activités vraiment très différentes. Et on a parfois des CSE qui sont un peu comparables à une belle PME, hein, puisque vous avez un volume de prestations qui est important, un volume de charges qui est important. Ensuite, donc, ces prestations sont donc variées. Et une autre, si tu peux mettre la page suivante, Thierry, et elles sont nombreuses. Parce qu'une des caractéristiques, c'est que vous avez un nombre important d'ouvrants droit, donc les salariés, et puis chacun a droit à un certain nombre de prestations. On a vu des prestations de types différents. Ça veut dire que, là, je parle du point de vue de l'expert comptable, ou voire même du commissaire aux comptes, c'est qu'on a un nombre élevé de transactions. Donc, pour vérifier que les comptes sont fiables, que les transactions sont traitées de manière correcte, il est indispensable que le contrôle interne soit satisfaisant. Alors, c'est d'une part, là je reprends la casquette de l'expert comptable, pour assurer la production d'informations fiables, et puis également, c'est pour le CSE d'éviter qu'il y ait des erreurs, des fraudes. C'est également dans un souci de bonne gestion du budget du CSE. Donc, en nous, ce qu'il faut préciser, c'est qu'en général, les élus ont défini une politique en matière d'action sociale. Hein, vous voyez des CSE, on va accorder, on va chercher par exemple à envoyer tous les enfants en vacances. Bon, vous voyez, il y a un peu des sensibilités différentes. Et à partir de ça, donc il y a des règles qui sont fixées, il y a des prestations qui sont définies pour mettre en œuvre cette politique en matière d'action sociale. Et ce qui est important, c'est de vérifier que toutes les règles qui ont été définies par les élus sont bien appliquées. On peut passer à la page suivante, Thierry. Oui. Donc, il est important que le contrôle interne soit fiable. On a déjà un peu introduit ce sujet. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que pour vérifier que les règles soient bien appliquées, il faut déjà qu'elles soient clairement définies et qu'elles soient formalisées. Que les permanents accomplissent leurs travaux en respectant les procédures en vigueur. Donc, il est important. Alors, quand on parle, il y a d'une part les règles en matière d'octroi de prestations et d'autre part les règles de procédure que doivent suivre les permanents. Il faut par exemple, que pour prendre en charge une prestation en matière sportive, que le ouvrant droit ait apporté tel document, etc. En matière de crèche, il faut qu'ils aient apporté tel document fiscal, etc. Donc, il y a ces deux choses. Ensuite, alors là, je vous donne deux exemples. Nous vous donnons deux exemples. Trop vite. Pour certaines activités, par exemple, il peut y avoir un plafond par activité. Alors, d'une part, ce sont des plafonds qui sont fixés dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du CSE, mais c'est aussi pour respecter certaines règles en matière d'URSSAF. Alors, il y a une règle, on voit encore des CSE qui émettent des chèques au nom des salariés. Donc ça, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Il faut que les chèques soient établis au nom des prestataires. Un salarié vient, il présente son inscription à un club sportif, et puis le CSE établit un chèque au nom du club sportif. C'est pas le salarié qui vient, qui présente un document, puis qui encaisse le chèque. Donc, vous voyez, il y a des règles comme ça qui sont importantes.
Et là, nous, experts comptables, de par notre expérience, on peut apporter beaucoup au CSE. Là, tu peux passer à la page suivante, Thierry. Ah ben là, tu vas reprendre la main. Donc, Thierry va nous présenter les risques en matière sociale et fiscale. Oui, alors, on est dans ce cadre de risques, que ce soit des risques en matière sociale ou en matière fiscale, qui peuvent être problématiques pour un CSE. Alors, notamment en matière sociale, dans la mesure où, en fait, ça n'est pas, on ne cadre pas une réglementation spécifique sur l'URSSAF. C'est-à-dire qu'en fait, l'URSSAF a construit de manière quasi jurisprudentielle une tolérance sur ce qu'il était acceptable pour un CSE de fournir un ouvrant droit ou à ses ayants droit sans que cette prestation soit soumise aux cotisations sociales. La problématique toute bête, c'est qu'en fait, dès lors que vous allez devant, si vous aviez un contentieux, un litige, et que vous allez devant le juge ne peut pas faire référence à cette tolérance. Alors, il peut, mais de fait, légalement et réglementairement, en fait, il a pas il a ce souci de s'appuyer sur des éléments très mouvants. Il faut rappeler quand même peut-être qu'il y a des volontés assez fortes du URSSAF de faire en sorte que ce soit plus justement gravé dans le marbre et que ces obligations soient plus sécurisées, j'allais dire, de manière législative et ou réglementaire. Aujourd'hui, on reste dans le flou. Il y a eu juste un peu, je crois, si je ne dis pas de bêtises, je parle sous le contrôle de mes confrères spécialistes notamment de Jean-Luc, on a eu des velléités notamment de l'inspection générale des affaires sociales, d'aller un peu plus loin. C'était un peu avant la crise sanitaire qu'on connaît depuis 2020. Et donc, on va dire que les velléités se sont peut-être un peu assagies, mais il n'en reste pas moins qu'il y a une vraie problématique sur les cotisations sociales et donc la volonté des pouvoirs publics de revenir à la charge là-dessus va certainement se renforcer dans les années à venir. Mais aujourd'hui, on a quand même une problématique, enfin, on a quand même, voilà, je disais, la construction jurisprudentielle de l'URSSAF sur des tolérances. Et donc, en tout cas, aujourd'hui, notre activité, notre aide qu'on peut amener au CSE, c'est une aide de ce type-là, en disant si vous donnez trop à telle ou telle prestation, vous risquez de vous faire redresser. Alors, la problématique est toujours un peu bizarroïde aussi pour les comités, puisqu'en fait, de fait, les comités, dans les prestations qu'ils fournissent aux ouvrants droit et aux ayants droit, eh bien, en fait, s'ils sont redressés, c'est l'employeur qui est redressé. C'est toujours un peu original, mais ça reste ça. Évidemment, si le CSE est contrôlé en tant qu'employeur, là, bien entendu, c'est lui qui pourrait être amené à être redressé. Donc, une problématique quand même qui est relativement lourde. Et donc là, c'est intéressant de regarder un peu plus finement ce que permet l'URSSAF dans ses tolérances. Donc, pour faire simple, un certain nombre d'événements sont autorisés, enfin, dans un certain nombre d'événements, il est possible de fournir des prestations avec, on va dire, avec un plafond. Et donc, le plafond le plus important pour tout le monde, c'est à avoir en tête, c'est les 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale par événement. Donc, ça fait un peu plus de 170 € aujourd'hui, un peu plus l'année prochaine, puisque comme vous le savez certainement, le plafond mensuel est appelé à fortement augmenter en 2023. Donc, il n'en reste pas moins qu'on est dans ce cadre-là, et donc c'est vrai que c'est important pour les CSE de se mettre dans ce cadre-là. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Et donc, je pense que là, on est souvent des aides indispensables pour que justement, il n'y ait pas de dérive ou que les événements dans lesquels on a une prestation, on donne, pour faire simple, on donne de l'argent, parce que c'est à ça que ça revient, même si c'est sous forme de chèque cadeau, soit cadré, soit bordé par ces tolérances de l'URSSAF.
D'autres éléments, bien entendu, sont liés par exemple au restaurant d'entreprise. Il faut savoir que les restaurants d'entreprise sont obligatoirement redevables de la TVA. Donc, il n'y a pas de choix, ce n'est pas parce que c'est un CSE qui les gère et que le CSE lui en même en tant que tel n'est pas assujetti que le restaurant d'entreprise ne le serait pas. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Bon, bien entendu aussi pour les CSE employeurs qui, là, pour le coup, ne sont pas assujettis à la TVA pour leurs emplois hors restaurant d'entreprise. Eh bien, il y a la taxe sur les salaires. Et on va le voir peut-être, je ne sais plus si je l'écris, si on l'écrit quelque part. Non, on ne l'a pas écrit quelque part, c'est que sur la taxe sur les salaires, on a des problématiques spécifiques pour les CSE ne bénéficient pas de l'abattement dont bénéficient les associations, les syndicats et les mutuelles de moins de 30 personnes. Voilà. Excuse-moi Sylvie, je ne me rappelle plus, c'est toi qui commence? C'est maintenant, oui, l'émission possible. Bon, donc, alors, je reprends la main. Oui, sur la question de la taxe sur la salaire, je crois qu'on revient un peu plus tard. On y revient tout à l'heure, oui, c'est pour ça. Je pensais qu'on en parlait tout de suite. Excusez-moi. À l'occasion, alors, ce qui est important pour nous, c'est d'analyser les activités, les procédures. Alors, à l'occasion de la mission de présentation des comptes, déjà, en général, on effectue des sondages afin d'apprécier la cohérence des comptes. On vérifie si ce qu'on nous a indiqué verbalement était bien appliqué, par exemple. Et les anomalies verbalement ou bien ce qui est les procédures qui sont décrites dans des procédures écrites, ce qui a été défini en réunion de CSE ou par des commissions du CSE. Alors, les anomalies sont parfois révélatrices de lacunes au niveau des procédures. Par exemple, on voit qu'il y a des... Je vais prendre un exemple très concret. Par exemple, pour subventionner des participations à des séjours enfants en colonies de vacances, il peut y avoir des calculs très sophistiqués avec telle subvention par nuit, etc. Et puis des colonies partenaires, des colonies non partenaires du CSE. Donc, on a parfois des procédures qui sont très compliquées. Et là, on détecte des risques d'erreur. Donc, nous, on peut avoir un certain recul sur la manière dont sont élaborées ces procédures et dire, là, ça serait peut-être bien d'essayer de simplifier. Donc, on peut proposer, par exemple, d'analyser de manière approfondie les modalités d'octroi de certaines subventions, la prise en charge de certaines prestations, et puis ensuite d'effectuer des recommandations, voire recommander la mise en place de contrôles supplémentaires ou éventuellement de simplifier les règles d'octroi de certaines subventions. Et puis également, donc on peut aussi proposer de rédiger des procédures. Alors là, nous avons donné un exemple en bas. Par exemple, vous avez des CSE qui ont un nombre important de chèques vacances, de bons cadeaux, etc. Ce sont des titres qui représentent une certaine valeur. Et il est important de mettre en place une procédure d'inventaire, de vérifier que ces chèques sont bien conservés ces chèques et bons divers sont bien conservés dans un coffre, et puis que régulièrement il y a un inventaire qui est fait, savoir qui réalise l'inventaire, qui signe l'inventaire pour vérifier que l'inventaire soit fait de manière indépendante. Donc là, c'est là où nous on peut intervenir. Si tu peux mettre la page suivante, Thierry. Alors, suite à ça, ça découle un peu ce qu'on a indiqué précédemment, c'est-à-dire sur la page précédente, on vous indiquait qu'on pouvait déjà analyser le contrôle interne pour le fiabiliser. Et on peut également analyser les procédures, non pas pour simplement fiabiliser le contrôle interne, mais pour améliorer l'organisation interne du CSE. C'est pour rendre, par exemple, les pratiques plus efficaces, pour que l'organisation du travail soit à la fois plus efficace, voire aussi plus agréable pour les différents permanents, que chacun ait des définitions de fonctions claires, de bien répartir les travaux entre chaque personne, chaque fonction. Également, on peut proposer la rédaction d'un manuel de procédure. Je vous donne, voilà, donc ça c'était un des exemples que nous avons indiqué. Également, ce qui est important, c'est de vérifier, par exemple, l'analyse des procédures relatives aux dépenses. Comment enregistre-t-on les factures fournisseurs? Quels sont les documents à demander, les signatures, etc., qui peuvent être exigés sur les factures
pour pouvoir les comptabiliser, voire après les payer. Donc là, pour nous, ça nous paraît un petit peu banal parce qu'on revient un peu à ce qu'on fait en entreprise en général, mais pour des élus de CSE ou des permanents de CSE, ce n'est pas forcément une évidence. Donc c'est là où on peut nous apporter notre savoir-faire en matière de procédure. On peut également mettre en place des outils informatiques. Par exemple, vous avez des CSE où on fait le rapprochement bancaire est effectué à la main, alors qu'il y a un logiciel qui permet de le faire. Donc nous, on peut par exemple aider à mettre en place le premier rapprochement bancaire pour que le CSE, après, qui va effectuer ce rapprochement bancaire de manière informatisée, parte sur les bonnes bases. Donc là, j'ai présupposé qu'il y avait un logiciel qui permet de faire un rapprochement bancaire, mais on peut avoir aussi des CSE qui n'étaient pas très organisés, qui maintenant mettent en place un logiciel de gestion d'activité. Et sachant qu'on a des logiciels d'activité qui sont intégrés et qui permettent de déverser dans la comptabilité des écritures suite à l'enregistrement de certaines activités. Donc là, il est important de vérifier comment le logiciel a été paramétré. Alors, en général, oui, si vous avez des permanents, par exemple, qui vont saisir des activités, eux ne comprennent pas et ne voient pas forcément ce qui est déversé dans la comptabilité. Donc là, c'est là où nous, on peut les aider en disant, attendez, il faut comptabiliser telle chose de telle manière, etc. Et on a parfois des logiciels qui sont peut-être très performants en matière de gestion d'activité, mais qui le sont nettement moins en matière comptable. Et puis, donc des logiciels qui sont un petit peu anciens, enfin qui ne sont pas forcément optimum. Donc là, on peut aussi assister les élus et les permanents du CSE. Je peux mettre la diapositive suivante. Et puis donc, je te repasse la parole, Thierry. Donc, il y a peut-être des questions. Là, je viens d'en voir. Je les vois pas. Excusez-moi apparaître. Moi, je ne vois pas les questions, moi. Je ne sais pas. Tu ne vois pas les questions. Pardon. Bon, alors, si, on prend 30 secondes peut-être sur ces questions. Donc, il y en a une sur une plateforme. On nous demande si une plateforme pourrait proposer des missions de l'EC au CSE. Là, vous pensez à une plateforme où les CSE pourraient s'afficher en disant qu'ils ont besoin d'un expert comptable. Donc là, il n'y a rien de spécifique pour les comités socio-économiques, pas à ma connaissance. On a la problématique à travers le site de l'ordre de présenter, et on peut envoyer un message à un expert comptable, mais il faut l'avoir choisi. Je vois une autre question, moi aussi. Ouais. Comment le C peut-il obtenir ses missions légales, par quel canal? Je dirais que c'est comme n'importe quelle mission dans le secteur lucratif. C'est-à-dire, il faut avoir les compétences, il faut… Oui, il n'y a pas d'enjeu spécifique. Enfin, les enjeux sont les mêmes que pour les missions, auprès des entreprises. Hein. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de flux spécifique ou de flux qui est mis en place pour dire, tiens, voilà, vous êtes comité social et économique, on va vous proposer de répondre aux missions et aux questions que vous avez. À travers par exemple, c'est lié avec la plateforme spécifique. Donc là-dessus, il n'y a pas du tout en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas du tout de points spécifiques. C'est comme pour n'importe quel secteur d'activité où il faut… Exactement. Maintenant, on parle de spécialisation, mais il faut avoir de l'expérience et de la compétence. Voilà, c'est comme ça. D'autant plus que l'idée de la spécialité, de la spécialisation, a été plus ou moins abandonnée, mise en sommeil, je ne sais pas comment dire ça. Donc la problématique avait lancé l'ordre des experts comptables sur cette idée d'afficher les spécialités et un peu en stand-by à minima. Donc du coup, on n'a pas ce type de flux. Donc voilà, je reviens à mes éléments d'URSSAF, à nos éléments d'URSSAF. Donc la règle, évidemment, c'est que
la base, c'est quand même que les avantages qui sont attribués par l'employeur et ceux qui sont attribués par le comité social et économique, de fait, sont, même si c'est de manière indirecte, attribués par l'employeur, ben, normalement, c'est soumis à cotisation sociale. Donc, la base, c'est quand même celle-là, hein, comme vous le savez certainement tous. Alors, on parlait, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de mesures de tolérance. Donc, il y a un certain nombre de mesures qui ont été à nouveau construites au fur et à mesure, et notamment avec des réponses de l'URSSAF liées à un certain nombre de prestations qui justement échapperaient à cette imposition cotisation sociale. Donc, alors, il y a l'exemple des cadeaux et des bons d'achat. Hein, donc, logiquement, on a une exonération lorsque le montant global des cadeaux est inférieur à 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, comme je l'ai tout de suite dit tout à l'heure. Et c'est évidemment lié à un nombre d'événements fixés et précisés dans l'année. Donc, il y a des éléments liés, par exemple, fête des pères et des mères, à la fête à Noël, des choses de ce type-là. C'est, j'allais dire, la liste est du coup restrictive. Et on a tous des exemples, en tout cas pour ceux qui ont travaillé pour les comités, on a tous des exemples où les comités ont pu se faire titiller par l'URSSAF parce qu'ils avaient attribué dans le cadre d'un événement qui n'était pas sur cette liste-là. Bon, je pense à des exemples assez, enfin pour ceux qui, même si on est à l'ordre Île-de-France, Paris, pour ceux qui connaissent un peu l'Est de la France, la fête de Saint-Nicolas est une fête assez, enfin, qui a été en tout cas assez fameuse dans ces contrées-là, et des CSE ont voulu attribuer pour la Saint-Nicolas, par exemple. Et donc, ils ont pu être titillés là-dessus parce que c'était pas dans la liste précise qu'avait établi au fur et à mesure l'URSSAF. Donc, on a ces problématiques-là. Sachez que ça reste des tolérances, comme je l'évoquais tout à l'heure, et donc on a cette problématique-là. Mais donc, l'idée, c'est que de dire, de la part de l'expert comptable, c'est de pouvoir dire à un CSE, bon, là, vous êtes totalement dans la ligne, ou alors vous ne l'êtes pas, vous risquez de vous faire rattraper par la patrouille. Donc, c'est ce genre de choses-là où nous, on est, je pense, indispensable aux comités sociaux et économiques. Excusez-moi, c'est toujours un tout petit peu délicat. Alors, évidemment, pour ce faire, c'est quoi le type de mission qu'on fait? Déjà, d'une part, c'est de vérifier justement que ces règles sont appliquées, et si jamais elles ne l'étaient pas, qu'à minima de prévenir les comités. Et ce qu'il faut bien avoir aussi en tête, hein, et ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure sur les volumes, c'est que en fait, les prestations, c'est pour chaque ayant droit, hein, qu'il y a la problématique des plafonds. Et donc, évidemment, quand on a beaucoup d'ayants droit et d'ouvrants droit, on va faire ça par sondage. Donc, une problématique, c'est vrai, on ne va pas détecter systématiquement les écarts. Et donc, je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure par Sylvie, le caractère indispensable de valider ou d'améliorer le contrôle interne pour que justement, de manière individuelle, on ne dépasse pas ces plafonds qui auraient été définis par le comité. Alors, sur le contrôle URSSAF lui-même, il faut savoir qu'il y a deux types de contrôle pour les CSE. En fait, la plupart du temps, les CSE sont contrôlés parce que l'employeur est contrôlé. Et donc, en ce sens-là, ce n'est pas le CSE lui-même qui est contrôlé, c'est l'employeur. Et dans le cadre de ce contrôle URSSAF, eh bien, le contrôleur URSSAF, lui, est fondé à demander les éléments financiers et la nature, la liste des prestations qui sont servies par le comité social et économique, de manière à vérifier justement qu'ils respectent les tolérances URSSAF, comme on l'a évoqué plusieurs fois. Et donc, ça, c'est le cadre du contrôle URSSAF de l'employeur. Donc là, de ce côté-là, c'est important aussi qu'on puisse aider le comité dans la réponse aux contrôleurs URSSAF, puisque, en fait, ces contrôleurs URSSAF s'adressent directement quand même au secrétaire et ou au trésorier du CSE et non pas à l'employeur. Mais évidemment, le chapeau de leur contrôle est le contrôle de l'employeur.
Bien entendu aussi, de manière directe, un CSE peut être contrôlé dès lors qu'il est employeur lui-même. Et ça arrive de manière certes peut-être moindre que dans les grandes entreprises, mais en tout cas, ça arrive de manière régulière également pour les CSE qui sont employeurs. Et à cet effet-là, parce que les contrôleurs URSSAF peuvent avoir aussi des velléités, j'allais dire, hégémoniques, pour dire le moins, le CSE, quand il est employeur, c'est uniquement sur la problématique de ses salariés qui doit être contrôlé, et non pas, par exemple, sur les prestations qu'il ouvre aux ouvrants droit lorsqu'il est contrôlé comme employeur. Bon, donc ça, c'est le cadre, j'allais dire, juridique dans lequel on peut évidemment aussi aider et assister le comité et surtout son bureau exécutif, on va dire ça comme ça. Donc voilà pour le risque URSSAF. Sur lequel on a, c'est le plus, enfin, à nouveau, c'est quelque chose qui est relativement fréquent et donc c'est là-dessus, on peut assez fréquemment être sollicité pour aider le comité. Alors sur la fiscalité, là je reviens plus sur le côté impôt. Là, le cadre est plus, j'allais dire, est plus cadré de fait. Hein, le cadre est plus fixe puisque on est là sur les obligations fiscales. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quand un CSE n'a pas de patrimoine, il ne va pas être fiscalisé. Bon, ça, c'est une base. Hein, donc, on reste dans un organisme sans but lucratif. Et donc, il n'est pas fiscalisé, il ne va pas être assujetti à la TVA et ni aux impôts commerciaux. Et donc en ce sens-là, pour lui, le fisc est relativement éloigné. Dès lors qu'il a un patrimoine, c'est un tout petit peu moins le cas, puisque évidemment, d'une part, s'il est détenteur d'un patrimoine immobilier, ben, il va avoir les impôts liés à la détention de ce patrimoine immobilier. La question qui peut se poser, c'est la question de l'impôt sur les sociétés des personnes sans but lucratif. Celle-là, c'est une question qui est toujours un peu sensible, puisqu'en fait, pour faire simple, si on possède un patrimoine immobilier et qu'on ne l'utilise pas pour les ouvrants droit, hein, donc parce que pour des raisons historiques quelconques, on dispose d'un patrimoine qu'on loue par exemple à une personne totalement extérieure aux ouvrants droit et à l'entreprise, eh bien, on va devoir déclarer dans la déclaration 2070 des revenus fonciers. Évidemment, si on loue le patrimoine aux ouvrants droit dans le cadre des missions d'activité sociale et culturelle, ben, ça ne transparaît pas ici. Voilà, donc évidemment, c'est une question sur laquelle l'expert comptable peut être évidemment sollicité pour donner son avis, pour bien cadrer les choses et bien rappeler au comité quelles sont ses obligations en termes d'impôt sur les sociétés dans ce cadre-là. Bon, revenus de capitaux mobiliers, c'est la même chose. Hein. Ben, si le CSE possède des actions, notamment, je connais un certain nombre de CSE qui achètent des actions de l'entreprise dont ils émanent pour, alors évidemment, il faut que c'est plus intéressant quand elle est cotée, de manière à pouvoir intervenir, par exemple, aux assemblées générales. Donc, ça peut être intéressant. Et donc, évidemment, s'ils reçoivent des dividendes, ben, il s'agit de les déclarer dans justement ce formulaire 2070. Les impôts liés à la détention elle-même, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure, hein, revenus fonciers, CRL, etc., s'il y en avait. Et à nouveau, si ce n'est pas utilisé par le CSE. Et puis, les impôts fonciers directs, hein, taxes foncières et taxes d'habitation ou de séjour. On a vu, enfin moi en tout cas, c'est une expérience que j'ai vue plus fréquemment que ce que je pensais. Sur la problématique habitation, taxe de séjour, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Oui, et moi j'ai un petit retour d'expérience aussi dont je pourrais vous faire part assez récent sur ce point-là. Voilà. Alors, ce que j'évoquais tout à l'heure sur la taxe sur les salaires, donc je rappelle que la taxe sur les salaires est due par les non assujettis à la TVA pour leurs salariés. Hein, et donc, bon, salariés propres, bien entendu. Et là, c'est quelque chose qui est
à mon sens, un trou de la législation, c'est que les comités socio-économiques, pourtant évidemment membres éminents du secteur non marchand, ne bénéficient pas de l'abattement annuel. Hein. Donc l'abattement annuel, il est uniquement pour les associations, les syndicats de salariés et les mutuelles de petite taille. Hein. L'abattement est quand même relativement important puisqu'il est depuis maintenant quelques années de plus de 20 000 euros, 21 ou 23 000 euros je crois en ce moment. Et donc c'est quelque chose qui est évidemment qui vient en plus des charges des frais de personnel du CSE lorsqu'il en a. Et sans moyen justement d'abattement de cette charge qui peut être importante. C'est-à-dire que même un CSE qui a une seule personne qui gère ce moyen, on va dire, qu'il y a une seule personne qui gère les activités pour le compte du bureau, eh bien, va devoir payer la taxe sur les salaires. Alors, qu'est-ce que j'ai ensuite? Donc, sur le patrimoine, donc sur le côté fiscal, et donc, qu'est-ce qu'on peut, où l'expert comptable peut se permettre d'assister le CSE. Bon, déjà, d'une part, un truc tout bête, c'est que taxe d'habitation et taxe de séjour, normalement, sont antinomiques. Et malheureusement, hein, on a tous des expériences où les services fiscaux locaux veulent imposer la taxe d'habitation, alors qu'en parallèle, la taxe de séjour est due auprès de la commune d'implantation du site. Donc ça, c'est quelque chose qui est un truc en général assez... Tu voulais dire quelque chose là-dessus, Sylvie? Oui, c'est que pour l'avoir vécu récemment, c'est que la règle aussi, c'est que on n'a pas CFE et taxe d'habitation. Donc les CFE, Oui, voilà. les CSE ne sont pas assujettis à CFE. Donc le principe, c'est qu'il sera assujetti à taxe d'habitation, sauf qu'on ne peut pas argumenter, l'administration fiscale a des difficultés à argumenter le fait qu'il y a une occupation effective des locaux ou une mise à disposition. Et c'est là où on a un certain flou, apparemment. C'est à nous, lorsqu'on est confronté à ce genre de cas, d'aller naviguer un peu entre les différents BOI pour trouver l'argumentation qui fera mouche. Et pour l'avoir vécu, tous les services fiscaux n'ont pas la même position. Et c'est parfois un peu difficile. Il faut aller batailler pour avoir des exonérations de taxes d'habitation. Voilà. Oui, et c'est d'autant plus important que, comme tu dis, tous les services fiscaux n'ont pas la même position. C'est qu'un comité, lorsqu'il a un patrimoine significatif, il ne l'a jamais dans la même région. Et donc, ça veut dire voilà. que ça peut être un CSE lillois qui a des mobilhomes sur la côte atlantique, qui a un centre de vacances sur la Méditerranée, et puis un appartement à la montagne. Et donc, chaque fois, c'est des services fiscaux différents. Donc, là aussi, le travail d'assistance qu'on nous confie peut être assez chronophage. Hein. Donc, et justement, avec comme tu l'as dit, avec des services fiscaux qui n'ont pas obligatoirement la même position d'une région à l'autre, ou d'un département à l'autre. Le deuxième point important aussi, c'est sur les valeurs mobilières. Parce que, enfin, on a l'impression que je dis ça comme si les CSE thésaurisaient, mais ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, notamment les CSE qui sont propriétaires, mais ils ont besoin ils peuvent avoir besoin de mettre de côté, j'allais dire, pour pouvoir réaliser ou en tout cas acquérir leurs biens immobiliers, et en général, c'est pas obligatoirement des gens à qui les banques prêtent facilement, donc ils aiment bien plutôt faire ça sur fonds propres. Et donc, ça veut dire qu'ils peuvent avoir, en tout cas, à un certain moment, des fonds, de la trésorerie à placer. Même si c'est de manière temporaire. Et donc, la nature même de ces placements est importante. Et donc là, à nouveau, on peut les aider. Alors déjà, d'une part, on peut les aider à faire les choix, c'est sûr. Et puis aussi, quand ces choix ont été faits, on peut les aider à vérifier et à valider le fait qu'ils peuvent avoir des déclarations fiscales à faire pour justement ne pas se faire redresser par le fisc, le cas échéant. Même si il faut quand même savoir raison garder, c'est-à-dire que les comités socio-économiques sont rarement contrôlés par le fisc, hein, donc beaucoup plus rarement que par l'URSSAF. Mais il n'en reste pas moins que notre devoir de conseil, en tout cas, passe par le fait que, en fonction de la nature du contrat
ce qui a pu être passé sur les placements, eh bien, on peut avoir des obligations de déclaration qui ne sont pas systématiques. Et donc, il s'agit de regarder et de vérifier à chaque placement. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Je finis pour ma part. Enfin, je poursuis pour moi. Il y a peut-être des. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je n'ai pas regardé. Oui, il y en a eu sur la taxe d'habitation. La règle pour la DUCES. Oui. Alors, l'idée en fait, la problématique, c'est que la taxe d'habitation, normalement, c'est quand on occupe de manière continue le bien immobilier. La problématique qu'il y a, c'est que dans… Pardon? Donc, on l'a à disposition. C'est là où il y a une nuance. C'est là où il y a une nuance qu'il faut vraiment préciser, sur lesquels il y a des désaccords. Parce qu'il y a certains services fiscaux qui vont dire, oui, mais attendez, vous louez de manière saisonnière, vous en avez à disposition, vous payez la taxe d'habitation. Oui, c'est ça. Mais l'idée de fond, c'est quand même, quand on loue de manière saisonnière, on est, alors, et la plupart du temps, c'est dans des zones touristiques, et donc qui, la plupart du temps, ont instauré des taxes de séjour. Donc, l'idée de la location saisonnière s'accompagne normalement de la perception de la taxe de séjour et du reversement de cette taxe de séjour à la collectivité concernée. Et c'est en ce sens-là qu'on disait, c'est que s'il y a taxe de séjour, normalement, il n'y a pas de taxe d'habitation. Voilà. Il n'en reste pas moins que certains services fiscaux, et comme justement, ce n'est pas les mêmes services qui reçoivent, je rappelle, la taxe de séjour, puisque c'est les collectivités locales en direct, qui l'ont instaurée et qui l'aperçoivent, de manière déclarative également d'ailleurs, eh bien, les services des directions départementales des finances publiques peuvent se dire, tiens, on a des appartements, puisque c'est en tout cas, ça se pose dans le cas souvent des appartements ou des biens en dur, je dirais, ça se pose la plupart du temps dans ce cadre-là. On a une velléité d'appliquer la taxe d'habitation. Voilà. Oui, et puis en synthèse, il y a des services fiscaux qui vont adopter comme raisonnement le fait de dire vous ne payez pas de CFE, donc vous payez la taxe d'habitation. Il y en a d'autres qui vont retenir finalement comme raisonnement vous ne payez pas de CFE, mais il faut que vous soyez l'occupant d'un mot du local, ce qu'on ne peut raisonnablement pas retenir, puisque le CSE, c'est-à-dire l'équipe du CSE, les permanents, les élus, ne vont pas aller occuper les biens qui sont mis à disposition des salariés pour les périodes de vacances. Donc voilà, vous avez ces deux positions, et c'est là où nous, en tant qu'experts comptables, il faut argumenter, mais on ne peut pas vous répondre à la question de manière précise et définitive. Il n'y a pas une règle carrée qui trouverait à s'appliquer. C'est tout le problème. Ouais. Il y a un certain flou qui perdure. On passe aux propositions sur les formations. Donc là, c'est quelque chose qui est évidemment un peu même de notre part en général, un peu connexe à nos activités, j'allais dire, classiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi en résonance avec ce qui a été dit depuis le début sur la nature de nos clients comités socio-économiques. L'idée de ces clients reste que ce n'est pas, pour faire simple et sans que ce soit péjoratif, ce n'est pas des clients professionnels en général. Et donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas obligatoirement les compétences, les connaissances suffisantes, ou en tout cas leur permettant d'assurer et d'assumer aisément les engagements qu'ils prennent en prenant la gestion d'un comité social et économique. Et donc, en ce sens-là, on peut les aider en les formant. Donc, ça peut être des choses qui se font souvent au démarrage d'une mandature, et là on peut travailler sur beaucoup de choses, donc évidemment sur le CSE lui-même, son fonctionnement, son organisation. Les points importants de rappeler que par exemple les deux budgets doivent être gérés de manière autonome et pas en mélangeant les fonds. On a des problématiques spécifiques sur les postes importants du CSE, que sont le poste de secrétaire et de trésorier. Je rappelle aussi que historiquement, le seul poste qui existait
légalement, c'était le poste de secrétaire. Et la loi de 2014, dont on a parlé tout à l'heure, qui a instauré les obligations comptables des CSE, a également instauré le poste de trésorier, qui est maintenant obligatoirement un membre titulaire du CSE. Et donc, on va dire, pour faire simple, qu'auparavant, s'il y avait malversation, il y avait que le secrétaire qui pouvait aller en prison. Bah, maintenant, ils sont deux. Voilà, hein. Ça peut être le secrétaire ou le trésorier, qui peuvent être mis en cause de manière explicite. La formation des salariés du CSE, hein, lorsqu'il y en a, quand les CSE sont significativement importants, il peut y avoir bien entendu des salariés qui ont été embauchés. Et donc là, bien entendu, on peut les aider, notamment dans la gestion et la comptabilité. Alors, j'insiste toujours bien, enfin, on insiste toujours bien là-dessus sur gestion et comptabilité. Sylvie a parlé tout à l'heure des problématiques de, on a un bel outil de gestion et on ne sait pas bien ce qui se fait ce qui est déversé en comptabilité. Donc, toute cette problématique de transfert, ou en tout cas qui se fait de manière plus ou moins automatique, et de vérification que ce qu'on fait en gestion a une traduction comptable correcte, c'est des choses sur lesquelles on peut évidemment intervenir et aider les salariés en charge. Ça peut être également aussi on parle de salariés, mais ça peut être aussi des gens qui sont mis à disposition par l'entreprise ou alors carrément des élus du comité qui s'en chargent eux-mêmes directement. Donc, en ce sens-là, il peut y avoir aussi, comment dire, de l'aide à la maîtrise, l'initiation aussi à ces différents logiciels ou logiciels qu'aurait pu utiliser, aurait pu choisir le CSE. On a souvent ça aussi lors des changements de mandature, c'est-à-dire qu'en fait, quand les changements de mandature, notamment quand la majorité a pu changer, on a de nouvelles personnes, hein, qui interviennent dans le cadre du CSE de sa gestion et qui ont besoin d'être formés aux outils que d'autres auraient pu choisir avant eux, quoi. Donc ça, c'est des choses qui sont relativement importantes et souvent à faire le plus tôt possible, tout en sachant que ça peut être aussi des rappels réguliers. Hein, donc, on l'a vu, on a tous ces expériences-là où les gens, on leur a présenté une chose une année et 3 ans après, ils n'ont pas obligatoirement tout bien intégré. Donc, ça vaut de revenir régulièrement, leur rafraîchir la mémoire sur les obligations et sur l'impact de la gestion sur les obligations comptables du comité. Et puis bon, mais ça c'est pour mémoire, hein, c'est de rappeler que, et là pour le coup on n'est plus dans les missions, on va dire classiques auprès des CSE, mais plutôt dans les missions liées à l'assistance des CSE dans les consultations obligatoires qu'ils ont régulièrement sur les attributions économiques et professionnelles. On a la formation économique des membres du CSE, hein, donc, il y a 5 jours qui sont prévus de droit pour tout début de mandature, pour l'ensemble des membres du CSE. Voilà ce qu'on peut dire sur la formation. Donc, il y en a évidemment d'autres encore, mais l'idée, c'est que à nouveau, c'est aussi pour s'aider dans notre tâche continue d'assistance au comité, c'est bien aussi d'essayer de vendre des missions de formation aux différents intervenants avec lesquels vous avez à travailler pour le comité. Je te repasse la parole. Oui. Des fois, c'est bloqué. Excusez-moi, ça c'est les joies du direct, mais ça bloque régulièrement. Alors, ça c'est finalement, ça découle un peu de tout ce qu'on vous a présenté avant, c'est que on peut commencer auprès du CSE par une mission de présentation et puis après l'étendre à une mission de révision ou d'assistance comptable. Par exemple, il s'avère que les équipes de permanents, quand je dis permanent, c'est général parce que ça peut être salarié, personnel détaché, donc les personnes qui travaillent à la gestion du quotidien du CSE. Donc, les permanents ne sont peut-être pas suffisamment formés, ou n'ont suffisamment pas de disponibilité en temps aussi pour effectuer tous les travaux nécessaires à la fonction comptable. Et donc là, nous, on peut déjà étendre notre mission de présentation à une mission de révision. Donc là, ça va un peu de soi. Hein. Souvent, quand on dit présentation, il y a avant la révision. Ou également une mission d'assistance comptable
Vous pouvez avoir aussi le cas d'un permanent qui part à la retraite et puis vous demande d'étendre votre mission. Donc vous allez rendre une prestation d'assistance comptable régulière, un peu comme on a des fonctions un peu d'AF externalisées, c'est ce qu'on rappelle un peu en dessous. Dans le secteur marchand, on peut également proposer le même genre de prestations auprès des CSE. Bon, il y a aussi toute la mission sociale, donc vous vérifiez quelle est la convention collective applicable. Pour les animateurs dans les centres de vacances, par exemple, vous avez des contrats de travail très spécifiques. Donc là, là également, on peut apporter des prestations de conseil, vérifier la conformité de ce que fait le CSE au droit du travail. Bon, ensuite, il y a toutes les missions légales, mais là, on n'était pas trop dans cette partie des missions que l'expert comptable peut apporter au CSE. Parce qu'il y a une confusion, parfois avant on parlait de missions légales, c'était pour les missions qui portaient sur les comptes de l'entreprise et qui nous sont demandées dans le cadre des attributions économiques et sociales des élus. Tandis que là, maintenant on parle aussi de la mission légale pour la mission de présentation. Mais là, quand on dit mission légale, ce sont toutes ces missions qui peuvent être demandées de manière régulière ou à l'occasion d'événements dans la vie de l'entreprise dont dépend le CSE. Et donc voilà quelques exemples de missions qu'on a pu citer, sachant que la liste n'est pas exhaustive. Enfin, donc pour conclure, ce qu'on a vu, c'est que le secteur des CSE offre d'importantes opportunités de mission pour les experts comptables. Et puis le fait que maintenant, nous sommes de droit intervenant pour les missions de présentation et nous sommes un interlocuteur indispensable, c'est pour nous, on peut aussi considérer que cette mission est une porte d'entrée et puis qu'on va pouvoir essayer de développer des missions d'accompagnement. Et donc, ce qui ressort aussi de tout ce qu'on a exposé, c'est que les élus de CSE et puis également les permanents n'ont pas toujours les compétences nécessaires à l'exercice de leur fonction au regard de la gestion du CSE au quotidien. Et donc, c'est là où on leur est utile. Et puis finalement, on va un peu les décharger de cette partie-là de leur travail qu'ils maîtrisent mal. Et puis, ils vont pouvoir davantage se consacrer à leurs attributions économiques et sociales. Je ne sais pas si tu as un mot à ajouter, Thierry, pour conclure. Oui, je voulais juste ajouter un mot sur l'articulation des grands CSE, où on voit, comme on le voit, ils sont soumis à l'audit légal et donc d'avoir un commissaire aux comptes. À l'inverse de ce qui se passe en général dans les entreprises, c'est que les entreprises qui sont soumises à l'audit légal ont souvent les services internes qui leur permettent d'établir leurs comptes. Les CSE, c'est rarement le cas. Et donc, même quand il y a dans les grands CSE, quand il y a une obligation d'audit légal et de commissaire aux comptes, eh bien, les experts comptables ont toute leur place quand même. Ils sont même indispensables. C'est souvent, voilà, c'est souvent indispensable. Là, c'est le commissaire aux comptes qui parle, Sylvie, je crois. Donc, oui. Exactement. C'est important de savoir que c'est pas du tout parce que, évidemment, la mission là, elle n'est pas obligatoire, du coup, bien entendu, puisque l'obligation porte sur l'audit. Il n'en reste pas moins que la place des experts comptables dans les grands CSE est importante aussi, enfin, peut être importante aussi. Et on a tous, enfin, en tout cas, en ce qui nous concerne, on a tous des missions d'expertise comptable dans les grands CSE où il y a un auditeur, enfin, où il y a un commissaire aux comptes qui vient. Et donc, du coup, c'est des choses significatives. Ça arrive dans les entreprises, hein, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais la plupart du temps, les entreprises sont plus armées pour faire leur compte, alors que les CSE, ils ont le même problème, que ce soit des grands CSE ou des moyens CSE. Voilà. C'est juste ce que je voulais rajouter sur ce truc-là. Bon, voilà, on a été super rapide, semble-t-il. Il n'y a pas de questions. Je vous félicite, Sylvie et Thierry, parce qu'on avait dit qu'on s'est laissé un petit quart d'heure pour les questions-réponses, il y en avait à la fin. Mais je crois que vous avez fait un tour assez exhaustif de tous ces conseils d'accompagnement pour les missions les plus courantes de l'expert comptable auprès du CSE. Moi, je ne vois pas à l'écran les questions que vous avez eues déjà tout à l'heure. Il n'y en a pas de nouvelles là. Non. Ok. Juste pour c'est exhaustif, donc il n'y a pas à compléter, mais quelques mots quand même
sur ces missions. Tout à l'heure, une question a été posée sur le fait de savoir comment avoir ces missions. Et ce qui a été répondu très justement, c'est qu'un peu comme toutes les missions que nous avons en tant qu'expert comptable, pour une entreprise, pour une association, pour un CSE, pour même des particuliers maintenant, puisque notre champ d'investigation s'accroît, il est lié à souvent à notre réseau personnel, professionnel, mission amicale, ce que vous voulez. Mais toujours est-il qu'on ne peut répondre à une mission que si on a la compétence et en fait que si on est réceptif à cela. Aujourd'hui, moi, je vois des missions nouvelles se développer pour la profession, même au niveau des particuliers, pour le suivi de patrimoine des particuliers, les suivis fiscales des particuliers. Et ça commence à devenir des vraies missions pour les professionnels, mais ça n'est bien sûr possible que si on est en éveil sur cela. Parce qu'on a tous un réseau, et je ne suis pas sûr que tous nous pensions que l'on peut aider notre réseau sur ces aspects personnels, parce que pour beaucoup, expert comptable égale expert comptable d'entreprise, commerçant, profession libérale, TPE, PME, alors qu'aujourd'hui, on voit développer beaucoup de choses différentes. Les associations, par exemple, c'est aussi un créneau très particulier. Tout ce qui est lié au mécénat, c'est aussi très particulier. Tout ce qui est non marchand, dont font partie les CSE, c'est aussi particulier. Et là aussi, on ne peut capter une mission que si on en éveille par rapport à cela et si on a la compétence pour ça. Tout à l'heure, ça a été rappelé par Sylvie et par Thierry sur les aspects juridiques, fiscaux, sociaux. Et effectivement, ce n'est pas évident quand on ne connaît pas. Moi, il m'est arrivé dans notre cabinet de succéder à un confrère qui avait une mission de suivi des comptes d'un CE. C'était avant la réforme, il y a 4 ans, qui a fusionné les instances du personnel en. Vous savez que les DP, CE, CHSCT sont devenus maintenant des CSE, mais c'était avant, mais les principes étaient les mêmes au niveau de la comptabilité. Il y avait déjà un compte de résultat qui était avec 2 comptes de résultats pour dissocier les activités fonctionnement et ASC. Et le confrère qui avait pris la mission ne savait probablement pas et avait fait un compte de résultat. J'ai même vu sur un bilan un compte capital. Voilà. Ce qui, pour une association ou un CSE, est un peu antinomique. Tout ça pour dire, et je n'en veux à personne quand je dis ça, c'est simplement que nous devons faire l'investissement quand on a une mission nouvelle sur un créneau ou un autre. Si on prend la mission, n'oublions jamais qu'on engage non seulement soi-même, mais même la profession. Parce qu'un client qui est mécontent va se dire après, ben, l'expert comptable, il n'est pas au niveau. Donc, il y a une part d'investissement nécessaire et c'est ce que l'on cherche à faire à travers ces webinars. C'est non pas faire de l'information, mais au moins de dégrossir le minimum de ce qu'il faut savoir. Et ce matin, je dois dire qu'avec un délai assez court, puisque en 1h15 à peu près, Sylvie Conan et Thierry Fuss ont réussi à balayer l'ensemble de ce qu'il faut voir. Bien sûr, maintenant, quand un CSE vous pose une question pour le conseiller au plan informatique ou le conseiller sur tel ou tel point, des procédures et autres, il faut avoir un peu de recul pour être efficace. Et c'est comme dans tout, l'expérience qui fait qu'on devient meilleur parce qu'on on vend à nos clients non seulement notre compétence, mais aussi notre expérience. C'est valable pour les entreprises, c'est valable pour les associations, c'est valable pour les CSE, c'est valable pour tout. Le jour où on me posait la question du taux horaire raisonnable ou pas raisonnable d'un médecin très spécialiste. On dit, mais vous vous rendez compte, il m'a demandé 170 €, il m'a gardé dans son cabinet que 10 minutes. Tu te rends compte, 170 € multiplié par 6, c'est un taux horaire démesuré. Et je dis, mais question numéro 1, est-ce qu'il t'a traité? Parce que voilà, tu es parti le voir, tu avais un mal, est-ce qu'il t'a traité? Parce qu'on ne peut pas compter uniquement des taux horaires, hein, comme si on fait du repassage ou comme si on fait des travaux. Souvent, celui qui a la compétence et l'expérience va quelquefois donner une prestation avec un temps limité qui vaut beaucoup. Voilà. Donc, nous, dans notre métier d'expert comptable,
je crois que c'est notre expérience qui valorise vraiment nos travaux. Donc, ces missions du CSE, auprès des CSE, donc, qui ont été décryptées là, par Sylvie Conan et Thierry Fuchs, ils vous ont démontré tous les deux leur intérêt et le champ vaste possible des missions, puisque non seulement on nous a mis en alerte sur les risques qu'il peut y avoir, sur les connaissances à connaître, et qui balaye l'ensemble de nos activités, de conseils en organisation, en matière sociale, en matière fiscale, en matière de procédures, de contrôle interne, d'outils informatiques, et surtout d'écoute du client. Parce que très souvent, certains oublient, et c'est pas lié à notre métier, oublient qu'en termes de communication, il y a l'émetteur, celui qui parle, et le récepteur. Et le tort souvent que l'on a quand on est des spécialistes, mais on n'a pas la palme uniquement nous experts comptables, d'autres l'ont aussi, c'est quelquefois on oublie à qui nous parlons, et en termes de langage, ce n'est pas audible. Si je vous parle chinois et vous ne comprenez pas le chinois, ça ne sert à rien, même si ce que je vous dis est très intéressant. Le point numéro 1, et dans ces missions-là, il faut une technicité, mais il faut aussi une pédagogie pour expliquer aux clients. Quelquefois, on doit faire des transferts de travaux pour que le client fasse lui-même certains travaux et que nous, on les contrôle pour réduire la facturation éventuellement. Mais on doit faire de la pédagogie. Et tout à l'heure, Sylvie et Thierry ont mis l'accent sur les formations. Pour moi, c'est un des éléments clés pour ces missions-là. Beaucoup d'élus de CSE, ça a été dit et je le rappelle, ne sont pas du tout à l'aise avec la matière financière, sociale, juridique. Ils aiment bien organiser un événement, ça c'est pas de problème. Ils aiment bien être consultés par la direction pour tel ou tel changement d'organisation dans les horaires ou autre chose. Mais la matière économique n'est pas évidente. Et nous-mêmes, nous voyons bien, nos experts comptables, qu'avec le changement d'organisation des structures, avec les sociétés qui sont mondialisées, les transferts de résultats, les établissements qui sont quelquefois qui ne sont même pas des centres de profit, et où la direction dit ben, c'est pas rentable, bien sûr, c'est pas un centre de profit. Il y a des services partagés, il y a des sociétés, des groupes qui ne font que des prestations internes. Et bien sûr, il n'y a pas de résultat envisagé. Donc bien sûr, quand les élus nous disent on n'est pas assez payé, on voudrait un accord d'intéressement, c'est un peu compliqué. Mais là aussi, nous devons nous adapter et toujours pareil, essayer de transférer de l'expérience pour trouver des solutions grâce à une écoute. Nos clients ont besoin d'écoute, et encore plus des clients, je dirais, qui n'ont pas toujours la formation économique ou juridique adéquate. Donc j'espère qu'avec cet exposé qui a été, de notre point de vue, assez remarquable et concis, on a balayé beaucoup de choses. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. On essaie d'y répondre. Si vous avez une compétence d'ailleurs dans un secteur ou dans un autre, pour les CSE, les associations ou d'autres domaines, n'oubliez pas au niveau du Conseil de l'ordre, nous avons des comités de travail sur différentes thématiques dont le seul but est d'aider les confrères à mieux assurer leur mission, comme nous le faisons nous dans le comité des CSE, d'autres le font pour les associations, pour d'autres aspects professionnels. Donc, n'hésitez pas à vous engager parce que quand on parle de confraternité, c'est vraiment une volonté de partage de la connaissance. Et donc, je vous invite bien sûr à partager celle que vous avez vous aussi avec les confrères. Comme ça, on s'enrichira tous et on fera du meilleur travail. Voilà. Merci à tous de votre participation, de votre présence. Et vous aurez ce support qui vous sera adressé avec l'attestation de présence pour ceux qui ont été présents pendant cette heure 30 de webinaire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Prenez soin de vous. Nous, en visio, on n'a pas eu de masque parce qu'on a été protégés par les écrans. Mais protégez-vous autant que vous pouvez, parce que je vois qu'il y a une petite remontée de cas de Covid. Mais soyez heureux, bonne santé, bossez bien, et n'oubliez pas que bientôt vous allez avoir le droit à des vacances de fin d'année. Donc d'ici là, et encore une fois, merci mille fois à Sylvie et à Thierry de leur implication, parce que ça paraît simple, mais parler pendant 1 heure et quart, ça nécessite de préparer
bien plus qu'1 heure et quart. Hein, les préparations, vous savez, donc, merci à vous, merci à tous, et à très bientôt sur nos lignes, les lignes du Conseil de l'Ordre. Voilà. Merci les amis, à bientôt. Au revoir.